Bonjour à toutes et à tous, bienvenue. Je suis très heureux de vous accueillir et de vous retrouver ici au Palais des Festivals de Cannes pour cette 19e édition de l'Université d'hiver de la formation professionnelle. C'est vous qui, au quotidien, avec votre talent, avec vos équipes, faites bouger les lignes. Alors je voudrais que vous vous applaudissiez, puis je vais vous prendre en photo, parce que vraiment, ça fait plaisir de vous avoir devant moi. Applaudissez-vous, vous le méritez. Alors quand je dis que vous êtes tous au quotidien engagés sur ces sujets-là, ici ce sont des retrouvailles, 19e édition je vous le disais, avec une thématique, la formation, levier d'anticipation mais surtout d'émancipation et de performance durable. Je voudrais saluer vous tous et vous toutes qui nous suivez en direct et à distance. Alors c'est un lieu pas comme les autres, j'ai envie de dire c'est l'univers du cinéma, sauf que ce que vous vivez et vous les acteurs de la formation professionnelle, de l'apprentissage, c'est pas du cinéma, c'est pas de la fiction, c'est de la réalité et la réalité quotidienne et on va en parler durant ces 3 journées. Je voudrais remercier l'ensemble de nos partenaires et sponsors. Vous avez vu en entrant dans cette salle quelques éléments qui mettent en avant ceux et celles qui permettent à cette université d'être pérenne tout au long de l'année. Je vais saluer nos partenaires diamants comme le 3CA BTP, France 2030 avec le secrétariat général pour l'investissement, Galileo, Global Education, l'OPCO-EP, sont des partenaires fidèles à la fois de l'université et de Centre Info. Je salue aussi un nouveau partenaire, Sensei. Je voudrais aussi saluer l'ANFA, partenaire Emeraude, la Banque des Territoires, la Caisse des dépôts, le groupe Caisse des dépôts, ICDL, là encore, des partenaires sur la durée et des engagements réciproques. Je voudrais que vous applaudissiez l'ensemble de nos partenaires, je n'ai pas pu tous les citer, les partenaires officiels, les partenaires médias. S'il vous plaît, des applaudissements pour les fidèles et les nouveaux qui nous rejoignent. Je voudrais évidemment remercier le ministère du Travail, de la Santé, des Solidarités et des Familles pour son engagement aux côtés de Centre Info et ce tout au long de l'année et autour des grands défis de la formation professionnelle et comment les différents services de l'État peuvent y répondre. On va voir de nombreux intervenants, il y a des ateliers, vous allez être plus de 250 intervenants experts, 60 ateliers participatifs, vous êtes près de 1500 aujourd'hui, donc c'est des chiffres qui font plaisir. Des invités exceptionnels, Cynthia Fleury nous rejoindra tout à l'heure, ainsi qu'Enzo Lefort. Des petites infos pratiques, le code Wi-Fi qui va s'afficher sur l'écran derrière moi, UHFP 2025, ça c'est en lettres majuscules tout attachées, vous le voyez, et puis le code 25, comme l'année 2025, UHFP 19. Voilà, je vais vous demander maintenant d'accueillir très chaleureusement ceux qui sont à la manœuvre et qui rendent possible ces 3 journées, à commencer par Louis-Charles Viossa, le président du conseil d'administration de Centre Info, et la vice-présidente du conseil d'administration, qui est aussi DRH Information de France Télévisions, c'est Audrey Guidez et Louis-Charles Viossa. Merci de les applaudir, ils arrivent. Merci à vous deux d'être avec nous. Et je vous en prie. Merci Frédéric. Mesdames et messieurs, Audrey et moi sommes très heureux, avec chacun des membres du conseil d'administration de Centre Info, de vous accueillir une nouvelle fois pour cette 19e édition des universités d'hiver de la formation professionnelle. Votre présence toujours aussi nombreuses, témoignent de l'importance des enjeux qui nous réunissent une fois encore et de l'intérêt que vous portez, nous portons tous à cet événement. Le contexte actuel nous oblige plus que jamais à nous confronter aux grandes transformations qui changent le monde. D'abord, l'intelligence artificielle, elle bouleverse profondément nos organisations, nos méthodes de travail et d'apprentissage. Elle nous impose évidemment de repenser la formation profondément. Comment maintenir la dimension humaine dans l'apprentissage? Comment utiliser l'IA comme un outil d'enrichissement plutôt que de remplacement? Comment préparer les apprenants à travailler avec ces nouvelles technologies? Comment faire évoluer nos entreprises avec cette évolution technologique? L'intelligence artificielle donc, d'abord, mais ensuite le changement climatique, la désindustrialisation, les pénuries de main-d'œuvre, la guerre des talents, tous ces enjeux sont au cœur des universités d'hiver de cette année, qui ont pour thème la formation comme levier d'émancipation et de performance durable.
Alors, cette alliance entre émancipation et performance n'est pas tout à fait fortuite, car la performance ne peut plus se mesurer aujourd'hui uniquement en termes de productivité immédiate. Elle doit intégrer la capacité des individus, de nous tous, à évoluer, à nous adapter, à développer notre esprit critique. L'émancipation par la formation est devenue donc un facteur tout à fait clé de performance durable pour les organisations. Dans un monde professionnel en constante évolution, la formation professionnelle est devenue l'outil indispensable pour les entreprises souhaitant rester compétitives et performantes. Les dernières statistiques des observatoires de l'emploi indiquent que la moitié des métiers d'aujourd'hui sera transformée d'ici 5 ans. C'est donc aux entreprises d'anticiper ces changements, d'identifier dans chaque filière professionnelle les besoins en compétences. Grâce à la formation continue, elles peuvent ainsi booster l'employabilité des salariés, ce qui est une chance à saisir dans un contexte économique complexe. Il est temps que chaque entreprise considère la formation professionnelle comme un investissement plutôt qu'une dépense. La formation professionnelle doit être un levier de performance durable, important pour les entreprises, permettant de se préparer à l'avenir. Les 2 jours qui viennent vont être l'occasion, en séance plénière, en atelier, dans les couloirs, partout dans le palais et ailleurs, de décrypter, d'analyser et de débattre. C'est le cœur de la mission de Centre Info, qui est un rouage clé du débat public et un ingrédient du dialogue social. Je veux conclure en remerciant la DGEFP, tous nos partenaires institutionnels, nos sponsors, les très nombreux participants aux sessions et intervenants aux sessions plénières, aux ateliers, et puis bien sûr toute l'équipe de Centre Info qui œuvre toute l'année autour de sa directrice pour préparer cet événement. Et aussi vous toutes et vous tous d'être ici présents aussi nombreux. Mes remerciements vont également au maire de Cannes et à la ministre du Travail, Madame Astrid Panosyan-Bouvet, qui nous fera l'honneur de conclure notre première demi-journée d'université d'hiver. Donc, nous déclarons ouverte la 19e édition des universités d'hiver de la formation professionnelle en nous souhaitant à toutes et à tous des échanges fructueux. Merci à vous. Merci à vous deux. Je vous demande de les applaudir. Louis Serviosa et Audrey Guidez, merci à vous d'avoir été avec nous. Je vous invite, si vous le souhaitez, à rejoindre l'assistance. Il représente la vice-présidente de la Commission européenne en charge des compétences. Il est à la représentation française de la Commission européenne. Il va nous rejoindre, c'est Pierre Loaec, que vous applaudissez, s'il vous plaît. Merci. Bienvenue, merci Pierre. Bonjour à tous. Merci beaucoup pour cette invitation. Merci évidemment au Centre Info. Je suis très heureux de pouvoir m'adresser à vous pour dire quelques mots un peu européens en ouverture de cette université. Je commence par bien vouloir excuser, si vous me le permettez, notre vice-présidente exécutive, Minzatou, qui aurait souhaité être là. Malheureusement, c'est les premières semaines, je pense que vous le savez, les premières semaines d'un nouveau mandat pour cette nouvelle commission, donc l'agenda est très chargé, mais ça me donne l'occasion de m'arrêter sur son portefeuille, son titre, pas par plaisir institutionnel, mais vraiment pour voir ce dont elle est responsable. Elle est responsable des droits sociaux, des compétences, des emplois de qualité et de la préparation. Alors, 2 choses à noter déjà simplement sur ce titre. La première chose, c'est qu'on a associé politiquement dans cette nouvelle Commission européenne cette idée de préparation. Ça, c'est un mandat un peu prospectif, projection, être prêt à faire face à l'avenir. La première décision, ça a été de le mettre ensemble avec les compétences. Ça dit déjà quelque chose sur l'importance de cette idée de compétences dans cette nouvelle commission. Le deuxième point, c'est qu'elle est vice-présidente exécutive. Pour ceux d'entre vous qui sont un peu familiers des politiques européennes, de la façon dont une commission se construit, de la délicatesse de tous ces équilibres, ce n'est pas rien qu'on ait une vice-présidente exécutive en charge de ces sujets-là. On est à un moment assez particulier en Europe, enfin pas aujourd'hui, en ce moment au sens un peu large. En Europe, en France, on fait face évidemment à des défis qui sont très nombreux, qui sont souvent compris d'un point de vue technologique, mais peut-être pas forcément toujours d'un point de vue humain,
avec ce défi de cette double transition, au niveau européen, on parle souvent de transition jumelle entre la transition numérique et la transition écologique, avec ce défi gigantesque en termes de compétences. Au niveau européen, on a fait aussi tout un tas d'analyses. On considère que 85% des entreprises au niveau européen n'ont pas accès aux compétences dont elles estiment avoir besoin sur ces sujets-là, numérique et transition verte, écologique au sens large. On a en même temps, c'est bien documenté, bien compris, un vieillissement de la population. On estime encore une fois au niveau européen que tous les ans, jusqu'en 2050, on va perdre environ 1 million de personnes actives sur le marché du travail européen. 1 million par an. C'est pas un ajustement à la marge. Donc, ajustement des compétences, pression démographique. Au total, on a un vrai défi pour maintenir notre compétitivité. On en parle énormément avec évidemment tout ce qui se passe aussi aux États-Unis, la concurrence internationale. On a un défi de compétitivité qui, si on n'agit pas rapidement, peut venir progressivement, insidieusement, j'allais dire presque venir rogner ce qui fait la spécificité de notre modèle social européen. Donc, c'est pour ça que la question de l'emploi en général et des compétences a fait déjà partie dans la commission précédente de nos priorités. Ceux qui ont suivi savent qu'on avait fait de 2023-2024 l'année européenne des compétences. Ça continue. Dans cette nouvelle commission, notre présidente Ursula von der Leyen a annoncé parmi les grandes priorités cette idée d'une union des compétences. On est en train d'y travailler, mais ça va être publié bientôt. Ça va être publié début mars, normalement le 5 mars. L'idée, c'est d'avoir une stratégie globale sur ces sujets, anticiper, j'en ai déjà parlé, mais c'est très important, anticiper ces compétences, les développer, évidemment sur ces deux jambes que sont la formation initiale et la formation continue, les reconnaître, les valoriser, et évidemment prévoir aussi l'aspect financier, l'investissement dans ces compétences. 3 grands axes. Le premier, c'est vraiment de développer en Europe ces compétences qui sont adaptées, encore une fois, sur l'initiale et tout au long de la vie. Deuxièmement, et là on retrouve un peu l'ADN européen, c'est de faciliter aussi les échanges au sein de notre Union, la circulation, l'échange de ces compétences. Troisième grande priorité, c'est aussi de faire venir ces compétences et d'avoir une approche claire et unifiée pour attirer, retenir les compétences et les talents en Europe. Donc, comme toute stratégie européenne, il y a la vision qu'on essaie d'y mettre, et puis il y a des choses un peu plus concrètes. On va partir déjà avec trois documents assez ancrés. Un plan d'action sur les compétences de base des jeunes, vraiment, compétences de base des jeunes, pour répondre notamment aux résultats un peu assez négatifs qu'on a pu voir dans les dernières études PISA. On va aussi prévoir un plan stratégique au niveau européen pour l'éducation dans les STIM, dans les sciences, technologies, ingénierie, mathématiques. On sait qu'on a des besoins qui ont clairement été identifiés comme particulièrement lacunaires, j'allais dire. Et puis une relance, pour ceux d'entre vous qui sont familiers avec ce concept, sur toute cette idée d'espace européen de l'éducation. Alors ça couvre un certain nombre de sujets que je n'aurai pas le temps de développer ici. Un point peut-être encore plus spécifique pour vous aujourd'hui, on va aussi annoncer à ce moment-là le lancement d'une stratégie européenne spécifiquement pour l'éducation et la formation professionnelle. D'accord ? Ça va venir un petit peu plus tard. Je n'ai pas de date précise à vous donner, ce sera pour début 2026 a priori. Là, l'idée, c'est vraiment de partir du constat qu'on sait, dans ces défis que sont ces doubles transitions, qu'on va avoir besoin d'un recours accru à des voies professionnelles. Encore une fois, j'ai des chiffres ici de ce qu'on appelle l'Eurobaromètre. En 2023, sur des PME, les premiers profils qui manquaient, conducteurs de machines et artisans qualifiés. C'était 61% des PME dans l'Union européenne qui disaient faire face à des défis sur ces profils de compétences. Donc, un peu tôt pour moi pour vous dire vraiment ce qu'il y aura dedans. Peut-être simplement, ça je peux vraiment le dire, un effort très clair sur le fait d'encourager de plus en plus de jeunes à s'orienter vers les voies professionnelles et à faire du bac professionnel
quelque chose qui attire. On sait que les jeunes qui s'engagent dans ces voies s'insèrent très bien sur le marché du travail avec des salaires tout à fait satisfaisants. On veut mettre l'accent via des politiques européennes là-dessus. On veut aussi faciliter, et ça peut passer par une forme de reconnaissance de ce diplôme bac professionnel au niveau européen, augmenter son attrait par une reconnaissance aussi dans des parcours européens sur ces profils qui parfois sont quand même moins concernés, clairement, même si on a beaucoup travaillé via Erasmus et un certain nombre d'outils, moins concernés par cet attrait de la mobilité à l'étranger. Bon, ça c'est pour l'initial. Il y aura aussi un volet évidemment formation professionnelle continue. On sait qu'on a des pans entiers de nos secteurs qui vont structurellement être en déclin dans ces transitions, avec des gens qui ont besoin de changer de secteur, bon, évidemment, mais aussi évidemment d'acquérir ces nouvelles compétences dans une entreprise qui se veut plus soutenable, dans une entreprise qui se veut plus numérique. On continuera aussi d'agir, encore une fois pour ceux qui connaissent un peu ces outils européens, autour du pacte pour les compétences. On continuera sur l'approche européenne, sur les micro-certifications, les comptes de formation individuelle. Alors bon, en France, c'est bien connu, hein, on sait que la France a été vraiment pionnière là-dessus et a donné une impulsion à tout un tas d'États membres qui se sont saisis de la chose et qui sont en train de tester un peu des formats équivalents. Le pacte pour les compétences, on continue à voir ça comme quelque chose de très stratégique, encore une fois dans une logique de projection, d'adaptation à ce qui va venir plus tard pour organiser ces discussions filière par filière, j'allais dire même filière stratégique par filière stratégique. On veut continuer à renforcer le lien aussi avec ce qu'on a appelé les académies des compétences. Je pense à celle qu'on a créée au niveau européen sur la cybersécurité. Là, l'idée, c'est de pouvoir aider les centres de formation, tous les acteurs de la formation professionnelle aussi sur des sujets peut-être un petit peu plus spécifiques où il y a matière à aller chercher des compétences qui sont, je pense aux métaux rares, des choses comme ça, à aller chercher de l'appui sur ces compétences dans ces académies au niveau européen. Voilà, je m'arrête là. 5 mars, la stratégie sur l'union des compétences. 2026, la déclinaison un peu plus spécifique formation professionnelle. Donc mon message, c'est que ça bouge, ça continue à bouger au niveau européen. Vous aurez l'occasion pour cette stratégie formation professionnelle de participer à une consultation publique. Je n'ai pas de date à vous donner, mais enfin, évidemment, on est extrêmement demandeur que les professionnels et acteurs au quotidien de ces secteurs que vous êtes, qui connaissez les sujets, contribuer à ce débat et à la formation de ces textes. Je vous souhaite des échanges très intéressants, je suis sûr qu'ils le seront, et puis beaucoup de plaisir aussi à vous retrouver et à échanger informellement pendant ces quelques jours. Encore merci. C'est moi qui vous remercie, c'est nous qui vous remercions pour votre contribution. Merci Pierre Leweg, merci à la Commission européenne. Je vous invite à aller rejoindre nos amis dans l'assistance. On était avec cette vision européenne. On va rétrécir la focale et se concentrer sur la région qui nous accueille, la région Provence-Alpes-Côte d'Azur. Elle est vice-présidente en charge de l'éducation, des lycées, de l'orientation et de l'apprentissage. Vous la connaissez, Marie-Florence Bulto-Rambaud est avec nous. On l'applaudit, s'il vous plaît. Merci. Bienvenue Marie-Florence. Merci. Monsieur le Président, cher François Bonneau, Monsieur le Président et Madame la Vice-présidente de Centre Info, Monsieur le représentant de la Commission européenne, Monsieur le Directeur général de France Travail, qui est, je crois, toujours là, chers partenaires de la formation, de l'emploi, Mesdames et Messieurs, en vos grades et qualités, c'est avec un grand plaisir aujourd'hui que je vous accueille à nouveau en région Provence-Alpes-Côte d'Azur, pour représenter le président Renaud Muselier à l'occasion de cette nouvelle édition de l'Université d'hiver de la formation professionnelle. Par contre, je suis désolée du temps qui est quasiment un temps de Biarritz, mais bon, on espère que dans 2 ans, ça ira mieux. La rivalité avec la Nouvelle-Aquitaine. Hein. C'est ça. Cet événement qui est désormais installé dans notre région est un moment de rassemblement, une halte dans le tumulte de nos responsabilités pour réfléchir, partager et bâtir ensemble les fondations d'un avenir plus juste, plus inclusif et plus prometteur.
La formation professionnelle est un droit fondamental, une clé qui ouvre les portes de la dignité, de l'émancipation et de l'espoir. Nous vivons un tournant décisif, marqué par des réformes profondes, comme la loi pour le plein emploi qui ambitionne de ramener le taux de chômage à 5% d'ici 2027. Cette réforme, incarnée par la création de France Travail, n'est pas qu'une simple évolution administrative, c'est une révolution dans notre manière de penser l'accompagnement à l'emploi. En région Provence-Alpes-Côte d'Azur, cette ambition nationale trouve un écho puissant. Depuis 2016, sous l'impulsion de Renaud Muselier, la région s'est imposée comme acteur clé, innovant et audacieux dans le domaine de la formation professionnelle. Avec les comités d'expression des besoins locaux, nous avons créé des espaces d'écoute et de dialogue pour répondre avec précision et réactivité aux besoins des entreprises et des territoires. Ces comités, fruits d'un partenariat renforcé avec France Travail, sont un exemple éclatant de ce que nous pouvons accomplir lorsque nous travaillons main dans la main avec les acteurs locaux. Et parce que nous savons que l'avenir se construit secteur par secteur, filière par filière, nous avons lancé les contrats d'objectifs sectoriels, véritables outils stratégiques pour répondre aux besoins spécifiques de nos industries clés comme la construction durable ou l'industrie. Mais notre rôle ne s'arrête pas là. La formation, pour être efficace, doit être précédée d'une orientation éclairée. C'est là que réside une des grandes forces de notre région, permettre à chaque jeune, chaque demandeur d'emploi de faire des choix informés, libres des contraintes du déterminisme social ou territorial. Et aujourd'hui, cette compétence, qui est partagée, comme vous le savez, entre l'État et les régions, est à la croisée des chemins, car cette gouvernance montre ses limites. Dans notre région, nous avons déployé des outils modernes et accessibles, comme le site Orientation Région Sud. Nous avons également imaginé le bus de l'orientation, Orientis, qui, dès le mois de mars 2025, parcourra nos territoires pour aller à la rencontre des jeunes directement dans leurs établissements scolaires et leur faire découvrir les filières d'avenir. Et parce que nous croyons en la force de l'exemple, nous soutenons avec ferveur les WorldSkills, cette compétition mondiale qui célèbre l'excellence des métiers techniques et artisanaux et dont la finale nationale se tiendra ici, dans notre région, dans 267 jours, à Marseille. Ces jeunes qui rivalisent de talent et de passion incarnent ce que notre région a de meilleur à offrir, l'audace, la compétence et la fierté du travail bien fait. Et j'en salue la présidente Florence Poivet, qui est peut-être dans la salle, qui est peut-être déjà arrivée. Mesdames et messieurs, ensemble, nous portons une vision d'audace, d'innovation et de solidarité, une vision d'avenir pour l'ensemble de nos publics. Merci et bonnes universités. Merci à vous, Marie-Florence. Je vous remets ce badge avec le QR code. Merci beaucoup. Merci de nous accueillir dans cette belle région Provence-Alpes-Côte d'Azur. Ça n'est pas parce que je suis d'Istres dans les Bouches-du-Rhône que je dis ça. Hein, voilà. On va changer de région. On va changer de région avec le président de la région Centre-Val de Loire. Et Dieu sait qu'il y tient, Val de Loire, et il a bien raison. Il est président de la commission éducation, orientation, formation et emploi pour Région de France. Merci d'accueillir François Bonneau qui est avec nous. François Bonneau. Bienvenue à vous. Très heureux de vous retrouver aussi nombreux. Très heureux de saluer le président, la vice-présidente de Centrinfo. Très heureux de saluer le représentant de la Commission européenne. Très heureux également de saluer le directeur général de France Travail. Très heureux de saluer celles et ceux qui nous accueillent dans cette belle région. Ils sont tellement forts qu'ils se sont dit l'université d'hiver de la formation professionnelle. Alors, université, ça marche, on est nombreux. Formation professionnelle, ça nous réunit. L'hiver, c'était pas évident. Ils se sont dit, il faut qu'il fasse froid et qu'il pleuve. Et ils ont réussi. Bravo à eux. Nous sommes surtout très heureux d'être là parce que, en tant que région, ce qui va être débattu aujourd'hui est absolument central. La région, vous le savez, fait de la formation professionnelle un élément ADN. ADN parce que, je le dis ici, nous sommes en région Provence-Alpes-Côte d'Azur, pas loin de Marseille. Gaston Defferre avait choisi de mettre la formation professionnelle comme un élément premier de la compétence des régions, et je crois qu'il était fort inspiré.
Nous sommes heureux d'intervenir dans cette université et de saluer la belle initiative de Centrinfo, parce que nous sommes dans un moment qui est un moment de profonde, très profonde évolution. Très profonde évolution parce que le rapport au travail change, très profonde évolution parce que la notion de compétence est, je crois, éclairée sous un angle complètement différent avec l'évolution des emplois. Et très heureux aussi parce que dans le paradigme budgétaire, financier qui est celui de notre pays et de nos collectivités, il est très important que nous maintenions une place prioritaire aux enjeux de la formation et de l'accompagnement. C'est la raison pour laquelle nous sommes très attachés au pacte et les organismes de formation ou les accompagnateurs de la formation et des personnes savent ce que cela veut dire. Nous sommes très attachés au pacte qui ont permis de grossir les moyens qui sont apportés à la formation des demandeurs d'emploi. Et avec des difficultés budgétaires importantes, les régions font, soyez-en assurés, le maximum pour conserver des moyens importants pour la formation professionnelle. Mais peut-être ce qui compte plus particulièrement dans cette université, c'est sa thématique. La formation comme levier de l'épanouissement et de la performance durable. Et moi, je trouve très judicieux, très intéressant d'avoir lié ces deux termes, parce que souvent, quand il y a des critiques qui sont portées par rapport à ce qui est fait en matière de formation, la première qui vient, c'est l'adéquationnisme. Et mettre l'élément de l'épanouissement de la personne comme un élément structurant de l'offre de formation, ça veut dire quoi? Ça veut dire que la formation aujourd'hui, c'est quelque chose de mouvant qui va faire partie du parcours de vie, du parcours professionnel des salariés, de ceux qui ne le sont pas encore, de ceux qui le sont et qui ont besoin de la formation pour évoluer en fonction de l'évolution des techniques et de l'évolution des emplois. La performance ne peut pas aller s'il n'y a pas d'épanouissement. Aujourd'hui, les responsables d'entreprise nous disent qu'ils ont besoin de femmes et d'hommes passionnés, et celles et ceux qui viennent vers l'emploi, bien souvent, posent la problématique du sens de leur travail, de la portée de leur travail, de la manière dont ils vont exercer cet emploi avant les conditions matérielles de son exercice. Ça veut dire quelque chose dans notre société. Et donc, la notion d'épanouissement, elle est complètement centrale. Elle doit être vraiment prise en compte dans l'accompagnement que nous faisons, comme dans la formation, comme dans l'emploi. La performance durable. La performance durable, elle est durable à partir du moment où, en effet, elle s'inscrit dans un parcours. C'est un enrichissement permanent de la personne que la formation permet. Elle est durable, la performance, à partir du moment où les formations qui sont mises en place sont des formations qui prennent en compte véritablement les métiers d'aujourd'hui et de demain. Elle est durable lorsqu'elle prend à un niveau suffisant les évolutions du rapport entre les activités humaines et notre environnement. Elle est durable lorsqu'elle recrée cette formation un sentiment d'appartenir à un groupe, d'appartenir à un projet, d'appartenir à une société dans laquelle les liens se retissent. C'est ça les enjeux de la durabilité aujourd'hui, c'est absolument fondamental. Alors les régions, dans le dialogue que nous avons avec l'État, dans le dialogue que nous avons avec France Travail, dans le dialogue que nous avons avec les représentants de nos entreprises, les régions placent la formation et le travail que nous faisons avec vous, organismes de formation, dans ce parcours. Et nous faisons un lien très 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 fort, et je m'arrêterai là-dessus, entre l'accompagnement et la formation. Il ne peut pas y avoir de bonne formation s'il n'y a pas un accompagnement qui se fasse en amont et pendant la formation et au moment de l'entrée dans l'emploi. Il ne peut pas y avoir de bonne formation
s'il n'y a pas une reconnaissance à part égale du contexte de la formation et de la formation elle-même. C'est pourquoi, comme le fait Centrinfo, réunir dans un même lieu, dans une même université, celles et ceux qui accompagnent, celles et ceux qui portent la formation et qui sont dans le même projet, c'est absolument nécessaire. Ça contribue, ça aussi c'est une valeur, à la simplification du paysage de la formation professionnelle dans notre pays. Vous y contribuez, nous allons y contribuer ensemble pendant cette université. Bonne université à toutes et tous. Merci beaucoup. François Bonneau, toujours aussi enthousiaste. Merci François, merci infiniment. On va passer à un moment très très particulier, et c'est un vrai privilège pour nous, avec une personne qui est à la fois passionnée et passionnante. Elle est chercheuse, enseignante. Je la qualifierais, si elle me le permet, de passeuse, aux confins de l'analyse, de la mise en perspective, du décryptage, et évidemment aussi de la prospective. Elle a signé de nombreux ouvrages dont beaucoup vont résonner avec vos enjeux et avec votre engagement quotidien. Le soin est un humanisme, reconquérir le courage, et dernièrement paru au Seuil, la clinique de la dignité. On va justement parler d'engagement avec elle. Et je vous le disais, c'est un privilège pour nous, tant elle est inspirante et engageante. Merci d'applaudir très chaleureusement Cynthia Fleury qui est avec nous. Cynthia Fleury. Bienvenue à vous. Cynthia, je vais vous donner aussi ce micro. Merci d'être avec nous. Merci à vous. Merci à vous. Je ne sais pas, je pense qu'on m'entend mieux ici. Je vois des petites... Voilà. Ben, écoutez, je suis extrêmement heureuse d'être avec vous et de vous parler de cette notion très ample, immense, très vaste, qui s'appelle l'engagement, notamment en philosophie politique et morale. L'engagement, c'est presque l'autre nom de cette tentative de conjuguer la liberté et la responsabilité. Et c'est vrai que la liberté est essentielle dans la notion d'engagement, sinon on pourrait parler d'enrôlement, d'obligation à s'engager. Et l'engagement raconte quelque chose de soi, de son fort intérieur qui est convoqué, mais en même temps de ce fort intérieur qu'on désire unir aux autres, comme s'il s'agissait de trouver sa place, sa valeur dans la grande chaîne humaine. Et l'engagement est une notion extrêmement plastique qui fait écho, je pense, à la plasticité des singularités. Et j'ai voulu illustrer mon propos d'abord par une figuration très sensible de l'engagement, assez symbolique, assez artistique également, même si elle se déploie sur fond de Première Guerre mondiale. Alors on va basculer à la fin du 19e. Nous sommes en 1890 et Claude Monet, dans sa correspondance, parle de ce qui le tourmente. Et notamment ce qui le tourmente depuis peu, c'est un motif de peinture qui, dit-il, est impossible à faire. Lui, le vieil homme, qui plus est, atteint de cataracte, il perd la vue. Il ne sait pas alors que c'est peut-être aussi par ce biais de la cécité qui vient, qui le prend, qu'il va saisir toute la complexité des eaux, leur brouillage, l'infinité des bleus, l'infinité des verts. Je le cite, « J'ai repris encore des choses impossibles à faire, de l'eau avec de l'herbe qui ondule dans le fond. C'est admirable à voir, mais c'est à rendre fou de vouloir faire ça. » Les années passent. 1907, de nouveau il écrit « C'est au-delà de mes forces de vieillard. J'en ai détruit, j'en recommence, et j'espère que tant d'efforts, il en sortira quelque chose. » Et puis, plusieurs années avant la guerre, il cessera de peindre, tant il est affecté par la mort de son épouse et de son fils. Il est affecté également par la destruction d'une partie de son jardin, en 1910, et puis il va reprendre pendant la guerre, mais il est pris de vertige. Qu'est-ce que c'est que peindre une obsession de paysage d'eau pendant que se joue un chaos mondial ?
Mais voilà, peut-être au loin, le sens de tous ces efforts qui arrivent, puisque c'est l'armistice, et il écrit à ce moment-là à son ami Clémenceau, « Cher et grand ami, je suis à la veille de terminer 2 panneaux décoratifs que je veux signer du jour de la victoire, et je viens vous demander de les offrir à l'État par votre intermédiaire. C'est peu de choses, mais c'est la seule manière que j'ai de prendre part à la victoire. » En fait, vous le savez bien, ce ne sera pas 2 panneaux, mais ce sera l'ensemble de la série. Et c'est surtout une nouvelle lutte titanesque qui va alors commencer, puisque l'affaiblissement de sa vue et de sa volonté continue, et le dessein EIN, de vouloir produire ce qu'il appelle une œuvre monde, une œuvre monumentale, est en train là aussi de faillir. Et Clémenceau va régulièrement le soutenir. Et de 1890 à sa mort, 1926, c'est plus de 300 toiles qu'il va faire pour ne jamais terminer ce geste si inspirant, si universel, et qui est aujourd'hui en partie au musée de l'Orangerie. Nous sommes en 1922, je cite Clémenceau, « Je vous aime parce que vous êtes vous et que vous m'avez appris à comprendre la lumière. Vous m'avez ainsi augmenté. Tout mon regret est de ne pouvoir vous le rendre, peignez toujours jusqu'à ce que la toile en crève. Mes yeux ont besoin de votre couleur et mon cœur est heureux de vous. » Et jusqu'au dernier moment, Monet va craindre de ne pas y arriver, jusqu'à écrire à son ami Clémenceau en 1925, alors qu'il a quand même déjà fait 300 toiles, mais qu'il n'a plus la force de lutter, que sa vie est une torture, qu'il lui faut reconnaître qu'il n'est bon à rien. « J'ai beau vouloir aboutir, je n'arrive qu'à tout perdre, dit-il. Bref, je ne peux exécuter ce à quoi je me suis engagé. » Alors la réponse de Clémenceau ne se fait pas attendre. C'est le 7 janvier 1925 et il écrit à Monet « Mon malheureux ami, si vieux, si entamé qu'il soit, un homme, artiste ou non, n'a pas le droit de manquer à sa parole d'honneur, surtout quand c'est à la France que cette parole fut donnée. C'est une injure que mon amitié ne méritait pas. Je vous savais capable de folie, je n'avais pas prévu celle-là. Vous parlez de dommages à l'État. Quelle misère, c'est à vous-même que, par un caprice insensé, vous faites la pire injure. Vous êtes vieux, diminué dans votre vision, mais votre génie vous est resté. Vous voulez faire que ce soit un malheur pour vous. Mon assentiment à ce cruel caprice vous sera refusé. Si vous êtes diminué dans votre vision, c'est que vous l'avez voulu, en laissant aggraver le mal de l'œil opéré et en refusant, comme un mauvais enfant, de laisser opérer l'autre. Cependant, il s'est produit un véritable miracle. Vous avez pu peindre et vous avez peint plus grand, plus beau que jamais. Le reste, je n'ai pas à le rappeler, votre conscience, volontairement meurtrie de vos propres mains, vous le rappellera jusqu'à votre dernier soupir. Je vous dis la vérité toute nue, n'ayez plus rien à ménager avec vous. Et voici, maintenant qu'un délire d'enfant gâté s'empare de vous, vous avez décidé que votre peinture ne valait rien. Si je vous aimais, c'est que je m'étais donné au vous que je vous voyais être. Si ce n'est plus ce vous, je resterai l'admirateur de votre peinture, mais mon amitié n'aura plus rien à faire avec ce nouveau vous. Je suis vieux moi aussi, et j'ai reçu des coups qui, à mes yeux, ne m'ont pas diminué. Mon ambition pour vous était que vous en puissiez dire autant. Monet va mourir en 1926, mais il aura achevé, en tout cas ce chef-d'œuvre que nous connaissons tous, qui reste peut-être après tout une œuvre éternellement inachevée, mais celle-ci est bien là, sous nos yeux, en partage, et tous les jours, cet engagement de Monet vit grâce
à notre présence auprès également de cette œuvre. Alors pourquoi j'ai voulu commencer mon propos par cette évocation si particulière de l'engagement? Parce que justement je la trouve assez symptomatique, à la fois symbolique et plus matérielle, au sens où ce sont des heures et des heures, des mois et des mois, des années et des années de labeur, de découragement, d'obsession, de perte de confiance, de perte de vue, de perte de vitalité, mais aussi d'amitié. Entre Monet et Clémenceau, c'est un principe réciproque d'augmentation. Monet admire le tigre pour son courage, pour son abnégation, pour le grand homme qu'il est pour la France, et celui-ci, en retour, est bouleversé par le génie esthétique de son ami, deux grands hommes, mais qui, dans leur correspondance, narrent leur vulnérabilité, leur difficulté à tenir leurs engagements, leurs promesses, mais finalement leur détermination conjointe à assumer leurs décisions. Alors cette correspondance, elle est assez à l'opposé de ce que les sociologues contemporains Zygmunt Bauman et Hartmut Rosa ont défini précisément par la notion de désengagement, qui désigne précisément un mode de relation au monde où les individus peinent à s'impliquer durablement dans des liens sociaux, des institutions ou des projets communs. Et les deux sociologues décrivent une modernité marquée par ce que l'un a appelé une liquidité, la modernité liquide, une fluidité, mais pas au bon sens du terme, des relations, une faiblesse d'épaisseur de ces relations et une accélération du rythme de vie, deux tendances qui favorisent la fragilité de l'engagement et la difficulté à nouer des ancrages solides. Bauman souligne que les liens sociaux sont de moins en moins enracinés et durables. Les individus ont tendance à se concevoir comme des consommateurs de relations. Très vite, elles sont engagées, mais en fait, à peine engagées, elles sont dépassées. Aussi vite qu'elles se forment, le désengagement intervient ici comme un mode de protection et de flexibilité. Face à l'instabilité générale, se maintenir en retrait ou privilégier des relations sans trop de profondeur permet de limiter les risques émotionnels ou sociaux. Et dans un contexte de transformation et d'incertitude permanente, que ces incertitudes soient économiques, identitaires, culturelles, sociales, politiques, que sais-je, chacun est incité à se focaliser sur sa propre trajectoire. La compétition sociale et la quête d'une réussite individuelle encouragent des comportements de retrait ou de repli sur soi et accentuent le désengagement envers des causes plus collectives et la question des solidarités traditionnelles. Et chez Rosa, le désengagement est lié en plus mécaniquement à la question de l'accélération. La modernité est caractérisée par cette accélération généralisée comme une conséquence quasi mécanique du phénomène technique. Et cette accélération ne se limite pas au travail, elle envahit aussi la sphère privée, les contacts numériques instantanés, les sollicitations constantes. Elle crée une pression temporelle qui conduit les individus à multiplier les activités en diminuant l'intensité et la qualité de leur engagement dans chacune de ces actions. C'est un problème en fait existentiel majeur, car Rosa montre que moins il y a d'engagement, moins il y a ce qu'il appelle la résonance. Et la résonance, c'est ce qui désigne chez lui cet écho affectif, cet écho existentiel, cet écho épistémologique même, qui fait sens, que l'individu trouve lorsqu'il entreprend des choses, un travail, des relations, une quête. Et en fait, c'est là une boucle perverse face à l'accélération technique, antinomique des rythmes d'attention, des rythmes d'apprentissage, des rythmes de formation,
de digestion même des individus, l'individu va vouloir se protéger et donc se replier, ne plus s'investir. Et Rosa est un très très bon décrypteur des pathologies de l'accélération. L'accélération constante peut entraîner un sentiment de manque de temps, de stress chronique, et cette course perpétuelle conduit, vous le savez, à un sentiment d'épuisement, à la superficialité des échanges, et voilà ce que certains pourraient appeler une forme d'épuisement généralisé, le fameux burn-out, mais cette fois-ci existentiel. Et au niveau collectif, l'accélération nuit à la qualité des processus démocratiques, moins de temps pour débattre, se former une opinion, et tout cela encourage, quoi donc, une forme de désengagement politique et social. Donc, pourquoi prendre le temps? Et c'est bien là tout l'enjeu. Pourquoi m'attarder donc sur ces deux sociologues de la modernité tardive? Mais précisément parce qu'ils ont cerné les méfaits du désengagement sur la qualité du lien social, et surtout ils montrent bien comment tous les deux, comment le désengagement n'est pas simplement une affaire de manque de volonté. Le désengagement est aussi une réaction structurée par les conditions sociales et par la temporalité accélérée de la modernité. En fait, pour préserver la qualité de l'engagement, de nos engagements, même les plus individuels, il faut préserver les structures globales qui nous permettent de déployer cet engagement. Et on voit très bien ici comment le désengagement est également le symptôme d'un monde où la stabilité et la profondeur des engagements, parce qu'ils sont sans cesse empêchés par des dynamiques inverses d'accélération constante, d'individualisation, de compétition forcenée, ces dynamiques d'engagement finissent par être déconsidérées, jugées plus problématiques qu'intéressantes. C'est d'ailleurs assez intéressant de voir que cette utilisation langagière du terme problématique, alors même que normalement une problématique, ça désigne la reconfiguration des interrogations, la recartographie de l'ensemble des interrogations. Aujourd'hui, problématique, ça veut dire problème. Ça veut dire que c'est quelque chose qui nous ennuie et non pas qui nous interpelle à la pensée. En rappelant la thèse de Bauman et de Rosa, en fait, il ne s'agit nullement de dévaloriser la responsabilité individuelle dans la question de l'engagement, mais simplement de rappeler qu'elle est à terme indissociable des conditions systémiques de l'engagement durable. Et pourquoi je vous dis ça? Parce que vous êtes au cœur de ces conditions systémiques de l'engagement durable. Comme si vous aviez, indépendamment de vos défis, un défi encore plus structurel, plus matriciel en quelque sorte, à savoir de permettre de consolider les conditions de l'engagement de tous, de permettre l'apprentissage de la résonance pour l'ensemble des individus. Alors encore une fois, cela ne veut nullement dire qu'il s'agit de laisser de côté ses engagements personnels. Comme souvent, je l'avais d'ailleurs posé en défendant le courage comme un outil de protection du sujet, au sens où il y a des risques qu'il faut savoir prendre, même s'ils ne mènent pas à la victoire, parce que le simple fait d'avoir pris ce risque au nom de la défense d'une valeur protégera le sujet d'un désenchantement plus profond et mortifère. L'engagement préserve notre santé mentale et nous protège contre le sentiment d'usure. C'est toujours compliqué d'analyser la réelle dynamique de causalité entre l'engagement et la dépression. Il est certain que le désengagement est potentiellement une conséquence de la dépression, mais en fait, c'est aussi une conséquence de son renforcement. Et donc, l'engagement est ce que l'on pourrait appeler la clinique
de la santé, la clinique du bien-être, la clinique de la santé mentale sont extraordinairement corrélées. Donc il faut toujours veiller à maintenir chez le sujet un sentiment capacitaire, un pouvoir d'agir quelque part, car ce sentiment capacitaire préservera notre sujet au sens où celui-ci ne se croira pas aliéné, réifié, remplaçable. S'engager, c'est tout simplement faire sujet, devenir le sujet que nous sommes. Je crois que notre premier engagement à tous, que ce soit dans nos actions personnelles ou comme agents d'un système plus institutionnel, c'est de faire deux choses qui n'en sont peut-être qu'une seule. La première de ces choses, c'est veiller à maintenir l'humanisation des relations interpersonnelles. Et puis la deuxième chose, c'est faire tout ce qui est en notre pouvoir pour ne pas renforcer les dysfonctionnements anthropiques avec un E, et toxiques du système dans lequel nous sommes. Cesser, en somme, de cautionner l'entropie, celle qui va du petit abus à l'érosion plus globale. Christophe Dejour, qui est un grand psychodynamicien que vous connaissez, qui était ancien professeur au Conservatoire national des arts et métiers, Christophe Dejour appelait cela l'acrasie, du grec akrasia, l'acrasie paresseuse. L'acrasie, c'est ce qui désigne la faiblesse de la volonté. C'est tout ce qui pousse une personne à ne pas mettre en œuvre ce qu'elle sait pourtant être juste ou moralement nécessaire, par simple paresse ou inertie morale. Autrement dit, il s'agit d'un renoncement à l'action qui n'est pas fondé sur l'ignorance du bien, et même pas parfois sur la peur d'une sanction, mais bien sur une forme de démission volontaire face à l'effort réflexif et critique que requiert toute forme d'engagement moral. L'individu perçoit qu'un acte ou une absence d'acte, cause de la souffrance, porte atteinte à l'éthique ou enfreint les principes moraux dans le cadre du travail ou de la vie en société. Il le sait, il sait intellectuellement, ou alors il ressent intimement qu'il devrait intervenir, dénoncer, rectifier la situation. Mais malgré cette conscience et cette lucidité, la personne ne passe pas à l'acte, elle évite l'inconfort qu'entraînerait l'action, c'est vrai, agir, s'engager. Parfois derrière, il y a du conflit, il y a quelques efforts, il y a de la réorganisation, il y a des mises en cause personnelles ou collectives. Et la personne se réfugie dans une forme de lâcher-prise morale. Cette passivité peut fonctionner, c'est vrai aussi, comme un mécanisme de défense. On sait que le désengagement, c'est une stratégie de coping quand on n'en peut plus. Parce que, encore une fois, ça nous met à distance, dans cette passivité, comme ça, nous met à distance de subir un certain inconfort psychique. Et puis l'acrasie paresseuse n'est pas d'abord, on l'a dit, le fait de l'ignorance ou de la complicité active, elle relève plutôt d'une fuite de la responsabilité dictée par la facilité et la répugnance à fournir l'effort de la pensée critique et de l'action nécessaire pour faire prévaloir une décence commune. Et bien sûr, il y a une deuxième acrasie qui est plus compliquée, qui s'appelle l'acrasie sténique, du grec sténos, énergie, et qui, elle, véritablement stipule que l'individu sait qu'il dysfonctionne, et au lieu de s'opposer ou de fuir, il va participer activement au dysfonctionnement, le renforcer, en s'exonérant généralement de la culpabilité par des justifications du style « c'est mon rôle, c'est un ordre, on ne peut pas faire autrement,
etc., etc. Alors, pour conclure et revenir à cet engagement premier qu'est la consolidation de l'humanisation des rapports sociaux, on pourrait appeler ça un prendre soin générique. On associe trop souvent le prendre soin à du sentimentalisme tiède, alors qu'il est une puissance de verticalisation, au sens où il s'agit d'accompagner l'individu à devenir ce qu'il est, à savoir un sujet émancipé, capable d'eux. C'est là d'ailleurs où le prendre soin et la formation et l'acte d'éduquer se recouvrent et sont presque indissociables. Donald Winnicott et les théoriciens de l'attachement ont parfaitement montré comment, à certains stades de la vie et du développement de la psyché humaine, ce que l'on appelle le care, le soin, est la condition de déploiement d'une double activité chez l'humain, le déploiement de l'activité exploratoire, donc tout ce qui fait que nous sommes des machines à apprendre, à comprendre, à s'intéresser, à découvrir le monde, les idées, et puis bien sûr, comment le soin est également la matrice de l'activité motivationnelle de l'individu, c'est-à-dire tout simplement l'activation du désir de notre déploiement. Sans ce soin primordial et primaire, il n'y a pas d'activation chez l'enfant de son système d'apprentissage et d'attention. Le manque de soins, sans même parler de maltraitance, mais déjà le simple manque de soins au sens de négligence, peut avoir des conséquences délétères, vous le savez bien, sur le développement humain. Et quand on parle du développement humain, vous entendez le développement cognitif, psychique, physique des individus. Mais le prendre soin ne concerne pas exclusivement les humains. Et donc on voit aujourd'hui que lorsque l'on parle d'engagement, on ouvre à ce que l'ONU peut appeler le One Health, c'est-à-dire véritablement une santé commune qui va venir intégrer l'ensemble des écosystèmes, les sociétés humaines, la santé humaine, mais la santé animale, la santé environnementale. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, le care, cette notion-là, s'ouvre à l'ensemble du vivant. Au fil du temps, ce concept est devenu un concept pluridimensionnel, englobant certes des aspects cliniques, éthiques, politiques, mais désormais environnementaux. Cet âge environnemental du soin reconnaît la vulnérabilité systémique de notre planète et l'interdépendance entre les êtres humains et le reste du vivant. Le concept de soin a également été profondément enrichi par les contributions, à partir des années 80-90, de l'écoféminisme, un mouvement qui établit un lien fort, là aussi, entre la domination de certains sujets, notamment les femmes, et puis l'exploitation de la nature. L'écoféminisme propose une perspective intégrative qui combine les préoccupations féministes avec les enjeux environnementaux et qui place le care au cœur de sa réflexion. Et du nord au sud, ces femmes ont été nombreuses, là aussi, à s'engager de manière extraordinairement forte contre les inégalités capitalistiques, patriarcales, environnementales, dès les années 70-80, en Inde, Vandana Shiva, Wangari Maathai au Kenya, Starhawk, Caroline Marchant aux États-Unis, Karen Warren, Val Plumwood, etc., pour ne citer que les plus connus. Toutes se sont engagées, toutes ont à la fois produit un geste théorique différent et en même temps une mise en branle véritablement, que ce soit d'associations, d'entreprises, de politiques publiques différentes. L'écoféminisme
analyse cette double oppression qui frappe les femmes, la nature, et promeut des outils pour lutter contre ces dominations croisées. Autrement dit, les mêmes systèmes de pensée qui justifient la subordination des femmes sont également responsables de la destruction de l'environnement. Et cet écoféminisme en appelle donc à une réévaluation des valeurs sociétales en mettant l'accent sur le soin comme alternative aux approches dominantes basées sur la domination et l'exploitation. Donc on voit que ce concept de care, il s'inscrit dans un grand continuum des soins, et ce grand continuum des soins est un grand continuum des engagements, et des engagements du Nord et des engagements du Sud, qui commencent dès la naissance avec l'activation du système exploratoire et motivationnel de l'enfant. Les soins prodigués par les parents encouragent le développement de l'autonomie, de la curiosité et de la confiance chez l'enfant. Et puis ce continuum va s'étendre jusqu'à la fabrique de la parentalité qui influence la manière dont les individus participent à la démocratie et contribuent à la civilisation. Et des philosophes comme Kant et des psychanalystes comme Winnicott ont souligné, encore une fois, l'importance de ces premières interactions dans le développement moral et social de l'individu. Du soin reçu va advenir la qualité du principe d'individuation qui est le nôtre, et bien sûr derrière la qualité, l'ampleur, la possibilité de notre engagement. La notion de prématurité physiologique ou néothénie, telle qu'elle a été décrite par le zoologiste Adolf Portmann, souligne que les humains naissent dans un état d'altricialité secondaire. L'altricialité secondaire, cela signifie que nous sommes biologiquement programmés pour une longue période de dépendance et de développement postnatal, ce qui met en évidence l'importance cruciale des soins dans les premières années de vie, mais en fait tout au long de la vie. Et si j'ose dire, vous êtes, entre guillemets, aussi des agents de cette altricialité secondaire, car la formation, ça dure toute la vie. Cette caractéristique a des implications profondes pour les sciences humaines et sociales, comme l'a exploré dernièrement le sociologue Bernard Lahire, en soulignant la loi des sciences humaines et sociales, selon laquelle l'environnement social façonne profondément l'individu. En retraçant l'évolution du concept de soin à travers ses différents âges et disciplines, nous comprenons qu'il s'agit d'un élément fondamental de l'expérience humaine qui touche à la fois le développement individuel, les relations sociales, les structures politiques et notre rapport à l'environnement. Le soin nous rappelle que la vulnérabilité est une condition partagée et que le soin est essentiel pour soutenir la vie sous toutes ses formes. Cette vision holistique nous invite à valoriser les pratiques de soins dans tous les aspects de la société, à reconnaître leur importance pour le bien-être collectif, à promouvoir une culture où la dignité de chaque être humain ou non humain est respectée. En embrassant le soin comme principe central, nous pouvons, gageons en tout cas, espérer construire une société plus empathique, équitable, durable, capable de répondre aux défis complexes du monde contemporain, capable, encore une fois, de s'engager. Ne devenons pas des sociétés de la négligence dans lesquelles le désengagement est le seul mode relationnel que nous soyons capables d'assumer, soit par idéologie, soit par fatigue. Car nous sommes beaucoup à désavouer ces manières de faire, mais à être trop découragés pour faire autrement. Ce sont là des mécanismes défensifs, mais qui, à terme, s'ils perdurent indéfiniment, se retournent contre les individus eux-mêmes. 2025, nous sommes dans le 140e anniversaire de la mort de Victor Hugo et nous sommes, ça vous le savez puisque tous les jours on l'entend,
dans le 80e anniversaire de la libération des camps. Si l'on veut faire la moyenne entre ces deux dates, c'était il y a un siècle, et en fait c'était hier, et cela n'a jamais été aussi présent que depuis les derniers conflits barbares opposant la Russie et l'Ukraine, les déclarations surréalistes de Trump ou de Musk, ou encore, de façon encore plus tragique et inhumaine, depuis les massacres du 7 octobre 2023 et la guerre qui a suivi entre Israël et le Hamas. L'annonce d'un cessez-le-feu est là, mais c'est si fragile. Et derrière, nous le savons tous, l'engagement de la réconciliation est encore plus périlleux que celui du combat. C'est dans les contemplations, aime et ne désespère pas, écrit Hugo, à ces démons d'inimitié oppose ta douceur sereine et reverse-leur en pitié tout ce qu'ils t'ont vomi de haine. La haine, c'est l'hiver du cœur, plein lait, mais garde ton courage, garde ton sourire vainqueur. Ces derniers mots d'Hugo pour nous rappeler que les temps sont trop troubles pour que nous manquions de courage et d'engagement et qu'il est nécessaire, lorsque nous sommes trop découragés, épuisés, las, de respirer un instant, de prendre un peu de repos et de temps pour décider, comme un éternel recommencement, de nous consacrer à nouveau à l'une des choses les plus élémentaires de la vie collective et individuelle, j'ai nommé l'engagement. Je vous remercie. Je vous demande d'applaudir Cynthia Fleury. Avec Cynthia, cette capacité à prendre de la hauteur et en même temps à être dans nos sujets. Je suis sûr que comme moi, vous avez pris beaucoup de notes avec cette ouverture sur la peinture qui était passionnante. Et puis les problématiques que vous avez mises en avant, l'engagement pour tous, l'humanisation des relations interpersonnelles, ça vous le savez, vous le vivez quotidiennement, les dysfonctionnements, problématique du renoncement et du lâcher-prise. Et je suis sûr que vous avez noté cette phrase, éviter l'inconfort de l'action. Oui. Pas tomber là-dedans, comme on dit. Et en tout cas, évidemment, vous nous avez parlé de ce fameux care, de cette notion de prendre soin dans un grand continuum. Merci d'avoir pris soin de nous tous et nous toutes. Merci Cynthia Fleury. Merci infiniment. Merci. Je vous propose que nous marquions une pause. Ça va vous permettre comme ça de commencer à voir ce qui vous attend durant ces 3 journées. On va se retrouver à 16h30 précise, déjà par respect pour les personnes, comme je vous le disais, qui nous suivent à distance. On sera en compagnie de la ministre Astrid Panosyan-Bouvet. On aura un échange passionnant entre le champion olympique Enzo Lefort et le directeur général de l'AFDAS, Thierry Teboul. Et puis les animations sur les stands de nos partenaires, les pitchs de start-up et des animations, les diagnostics de certification. Vous allez prendre connaissance, si ce n'est déjà fait, de tout ça à travers les panneaux sur un peu partout. Et on veut me dire quelque chose. Les aléas du direct. On me dit que c'est 16h15. Donc 16h15, une petite demi-heure, et on se retrouve ici avec vous. Merci encore, et à tout à l'heure. Stay cool.